Bienvenue à tous, c'est le Journal de l'Afrique. À la une ce soir, le procès du Novotel d'Abidjan. 10 personnes comparaissent pour séquestration et assassinat. La plupart sont des militaires ivoiriens. Nous serons sur place. Inciter les migrants à repartir chez eux, c'est l'objectif de la prime au retour. Entre 2 000 et 5 000 euros versés en France pour les volontaires. Reportage dans un instant. Le Ghana, à l'heure des choix, premier discours à la nation du nouveau président. Sa priorité, relancer une économie en perte de vitesse. On les appelle pudiquement les disparus du Novotel. Le 4 avril 2011, alors que la Côte d'Ivoire se déchire suite à la présidentielle, 4 hommes sont enlevés puis tués. Parmi eux, le directeur de l'hôtel et 3 hommes d'affaires. 6 ans après donc, le procès s'est ouvert à Abidjan. Dans un instant, nous serons sur place, mais d'abord le rappel des faits avec Ashrène Verdian. Abidjan, 4 avril 2011, dans un contexte de crise post-électorale et de mois de combat entre les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara, une dizaine d'hommes armés pénètrent dans l'hôtel Novotel d'Abidjan par l'arrière. Ils se présentent à la réception et disent rechercher des hommes blancs. Ce commando était composé de miliciens, de jeunes miliciens récemment incorporés dans la garde présidentielle et dans les commandos marines. Ces hommes enlèvent alors le directeur de l'hôtel, le français Stéphane Franzi Ripel, mais aussi le chef d'entreprise Yves Lamblin et 2 de ses collaborateurs, un béninois et un malaisien. Après la chute de Laurent Gbagbo, un appel à témoins est lancé. 2 miliciens sont arrêtés. Ils avouent avoir emmené les otages au palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Selon l'enquête, les otages y ont été torturés puis tués. Un seul corps, celui d'Yves Lamblin, sera retrouvé. Sur le banc des accusés, 10 hommes, militaires ou miliciens, d'anciens fidèles de Laurent Gbagbo. Pourquoi ont-ils abattu les 4 hommes? Qui leur en a donné l'ordre? 6 ans après les faits, les familles des victimes espèrent obtenir des réponses. Et on retrouve sur place à Abidjan Anna Sylvestre Trainer. Bonsoir Anna, vous avez suivi cette première journée d'audience. Qu'en est-il ressorti ? Cette première journée d'audience était purement formelle. Un à un, les 10 accusés ont pris place dans le box et ils n'ont dit que quelques mots pour décliner leur identité. En fait, pendant 2 longues heures, ils ont surtout écouté la lecture de l'ordonnance de renvoi qui explique comment, selon l'enquête, les 4 hommes ont été enlevés puis torturés et tués au palais présidentiel d'Abidjan. Des faits que conteste déjà la défense, elle qui a soulevé plusieurs points techniques de droit. Selon elle, en effet, cette cour d'assises n'est pas compétente, elle ne peut juger cette affaire. Écoutez l'un des avocats de la défense. La cour d'assises de Yopougon est incompétente pour les juger. Et là, ce n'est pas de ma faute. Je suis désolé, le ministère de la Justice a mal paramétré ses opérations. Et c'est ce qui est vrai. Voilà, c'est un constat. On ne nous dira pas, ah oui, c'est vrai, on a mal paramétré, les tests n'ont pas été respectés, mais comme on veut absolument un procès, laisser qu'on avance, je suis désolé. Nous devons respecter les tests. Le président de la cour d'assises devra dire si oui ou non l'audience va se poursuivre. On saura ça ce mercredi matin. Et si elle se poursuit, eh bien, il sera temps d'entrer dans le cœur du dossier, dans le vif des débats. Pour cela, des dizaines de témoins doivent être entendus et de nombreuses zones d'ombre soulevées. Il est temps de se confronter à la vérité, a déclaré aujourd'hui l'un des avocats des familles des victimes. Merci Anna Sylvestre Trainer en direct d'Abidjan. Pas d'avocats pendant 3 jours au Congo-Brazzaville. Ils sont en grève et en colère. Tout a commencé vendredi avec la mort mystérieuse vendredi donc de Marcel Tsuru, l'ancien numéro 2 des renseignements qui était emprisonné. Peu de temps après, l'un de ses avocats a été placé en garde à vue. Ses collègues dénoncent une arrestation irrégulière. Le mouvement de grève a gagné Pointe-Noire, la 2e ville du pays. Un nouveau gouvernement au Burkina Faso, 2 ministres de plus et un seul mot d'ordre. La sécurité, c'est le premier remaniement sous l'ère Kaboré. Ce qu'il faut retenir avec Kalidoussi. L'annonce a été faite si tard hier soir aux alentours de 22 h que très peu de journaux en ont parlé ce matin. Seul le Citoyen a consacré sa une à ce léger remaniement ministériel. Comme principaux enseignements, on notera que le président Roch Kaboré a cédé sa fonction de ministre de la Défense. C'est un fait marquant car depuis 2011 et l'insurrection, ce poste était cumulé par le chef de l'État. Pour la première fois en 6 ans, le Burkina a un ministre de la Défense en la personne de Jean-Marc Bouda.
Autre changement, Simon Compaoré a laissé vacants les postes de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour occuper à plein temps son ministère de la Sécurité. Avec 5 arrivées et 2 sortants, le gouvernement burkinabé se compose désormais de 32 ministres contre 29 auparavant. Une nouvelle équipe qui s'est rencontrée ce matin au Palais Kossiam, lieu de résidence du président de la République. Cette découverte macabre à présent en Libye, les corps de 74 personnes ont été retrouvés sur une plage à Zawiya, c'est dans l'ouest du pays. Il s'agit de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe. D'après les gardes-côtes, les victimes avaient embarqué à bord d'un canot pneumatique. Le moteur aurait été retiré, l'embarcation aurait ensuite dérivé. Et depuis le début de l'année, ils sont plus de 13 000 personnes à avoir traversé la Méditerranée. C'est plus que l'an dernier à la même époque. Ils sont aussi de plus en plus à faire le chemin inverse des départs volontaires que la France encourage. Voyez comment avec ce reportage de Lilia Melconian. Cet homme est arrivé clandestinement en France en 2013. 3 ans plus tard, Debaba Koyazo n'a toujours pas de papier. Aujourd'hui, il a décidé de faire ses valises pour retourner au Congo. J'ai décidé par rapport à... Parce que je n'ai pas de papier. Je suis sans papier et puis je vais traîner en France pour faire quoi? Des migrants dans la même situation que lui, il y en aurait 400 000 en France. L'une des missions de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est de les convaincre de repartir. Pour cela, il leur propose de l'argent, mais aussi de financer les projets professionnels une fois au pays. Debaba Koyazo a décidé d'en profiter. À l'aéroport de Lyon, il a rendez-vous avec ce représentant de l'OFII. Bonjour Monsieur Koyazo, bienvenue à l'aéroport de Lyon. Ouais. C'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour pour moi. Bon. Non seulement il lui a acheté son billet d'avion, mais il lui remet aussi cette enveloppe. Donc dedans se trouve 2 000 €. De l'argent liquide qu'il va pouvoir dépenser comme il veut. C'est beaucoup d'argent là que vous remettez à monsieur? Oui, c'est beaucoup d'argent puisque là on est sur un dispositif majoré. Habituellement, monsieur aurait dû percevoir 650 €. Là, je lui ai remis 2 000 €. Un encouragement supplémentaire décidé après le démantèlement des camps de migrants de Calais à la fin 2016. Ça a été très incitatif puisqu'on a connu une forte recrudescence du nombre de retours volontaires depuis le mois de novembre, décembre. Là, rien que pour le mois de janvier, on a une centaine de personnes sur Lyon qui sont en attente, en instance de départ. Oui, ça m'a motivé aussi parce que c'est de l'argent. Et je pense que dès mon arrivée, ça peut m'aider à débloquer un peu des situations qui peuvent me bloquer. Donc, ça va m'aider, donc là, je suis content. En 2016, 4 774 départs volontaires ont été enregistrés. Montant total, 6 millions d'euros. Une somme que le directeur de l'OFII assume parfaitement. L'aide au retour volontaire est un coût pour l'État 10 fois inférieur à la reconduite forcée. Puisqu'une reconduite forcée, c'est des passages devant le juge, ce sont des fonctionnaires de police qui accompagnent les personnes jusqu'à leur pays d'origine, des billets d'avion. Un constat confirmé par un rapport sénatorial. Si l'on additionne le maintien en centre de rétention avec des dépenses sanitaires, les frais d'éloignement et d'escorte, les frais de justice, une expulsion revient à 19 800 €. Dans le cas d'un départ volontaire, les frais d'éloignement, l'aide au retour et l'aide à la réinsertion professionnelle coûterait entre 2 000 et 5 000 € par migrant. Il reste le dirigeant le plus âgé au monde. Robert Mugabe fête ce mardi ses 93 ans. Une grande fête est prévue le week-end prochain au Zimbabwe. Le président reste l'homme fort du pays. Pas question de renoncer. Aucun successeur n'est désigné, à part peut-être sa femme Grace, très active à la tête de l'État. C'est l'un des moteurs du continent. Le Ghana est la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest. Grand producteur de cacao, d'or, de pétrole, le pays marque le pas. Le nouveau président, Nana Akufo-Addo, avait fait campagne sur la relance économique. Il va falloir maintenant passer de la parole aux actes. Il a prononcé ce mardi son premier grand discours à la nation. Nicolas Germain.
Le nouveau président ghanéen n'a pas mâché ses mots pour son premier discours à la nation. Pour Nana Akufo-Addo, la situation économique du pays est particulièrement mauvaise. En janvier, ses ministres ont recensé 1,6 milliard de dollars de dépenses non comptabilisées par le gouvernement précédent. Et le déficit est 2 fois plus élevé que prévu. On peut être en désaccord sur le niveau réel du chômage, mais ce qui est sûr, c'est que nous voyons tout le désespoir de nos jeunes. Ils veulent travailler, mais il n'y a pas de travail. Alors certains ont des comportements inacceptables. Nous avons une bombe à retardement entre les mains. Longtemps, l'économie ghanéenne a été l'une des plus dynamiques du continent. Mais depuis 2014, les revenus de ces exportations ont chuté en raison de la baisse des cours mondiaux de l'or et du pétrole. Akufo-Addo a prêté serment le mois dernier. Il a promis d'implanter des usines dans toutes les régions du pays. Jonas Koussi est menuisier depuis plus de 35 ans. Il espère que le nouveau président appliquera son programme. Le gouvernement doit nous aider. Il doit créer des débouchés pour qu'on puisse vendre nos objets ici et à l'étranger. La tâche s'annonce ardue pour le nouveau chef de l'État. L'an dernier, la croissance du PIB a été de 3,6%, soit le chiffre le plus bas depuis 23 ans. Et c'est tout pour ce soir. On se retrouve dans 1 heure. À suivre sur France 24, le journal de 22h avec Mounia Kassem.